Maintenant, pour un chalet locatif, c'est quoi les principales dépenses? Est-ce que c'est les mêmes qu'un chalet qui est non locatif? Il y a une portion qui va être un frais fixe, qui va être identique à une résidence secondaire. Euh, Dans le locatif court terme, dans le fond, on va avoir des frais qu'on va appeler variables, ce qui est tout ce qui est rattaché à la conciergerie. Fait que je dirais, d'un côté, il y a les opérations, donc la conciergerie, puis sur l'autre côté, on a les ventes, service client. La conciergerie va représenter à peu près un 40 des dépenses. Puis, au niveau des ventes marketing, c'est un 15 à 18 dans ces eaux-là. C'est des commissions que des plateformes d'affichage comme Chalet Retreat, Monsieur Chalet ou Québec Location de Chalet vont charger. Donc, à chaque transaction, il y a un pourcentage qui est conservé par la plateforme. Puis, elle, la plateforme, dans le fond, son mandat, c'est de peupler, dans le fond, d'avoir une communauté ou d'avoir des consommateurs qui viennent réaliser des transactions. Un propriétaire indépendant qui déciderait d'utiliser des outils comme Marketplace, Kijiji ou des outils sans frais, mais va naturellement devoir investir quand même de l'argent pour mousser ou promouvoir son produit. C'est ce qui fait que les plateformes comme Airbnb, Monsieur Chalet ou autres sont aussi populaires, c'est qu'on a la communauté, on a les gens qui sont prêts à consommer dans cet environnement-là. Tu nous as parlé de plateformes qui sont transactionnelles, mais aussi des plateformes qui sont sans frais. Pour un futur propriétaire, c'est lesquels les plus avantageux à utiliser? Dans le fond, d'un côté, les plateformes transactionnelles, généralement, c'est qu'ils vont sécuriser les paiements. Ils vont rendre ça plus sécuritaire, autant pour le propriétaire que pour le locataire. Tu sais, la plateforme elle-même a un devoir, dans le fond, de paramétrer puis de gérer tout ce qui se transige sur la plateforme. Puis du côté des marketplaces, des fois, c'est qu'on va avoir beaucoup de demandes, mais ça va peut-être convertir un peu moins. Pour revenir à ta question, si tu me demandes, le propriétaire doit utiliser lequel des deux channels, les deux sont bons. C'est juste qu'il faut garder en tête que dans une plateforme comme Kijiji, il va falloir mousser quand même le produit, il va falloir aller chercher des consommateurs. Fait que généralement, on va devoir investir un petit peu en publicité, autant sur Facebook, Google Ads ou autres. Donc, est-ce que le 15 vaut la peine en incluant les frais de transaction? La réponse est définitivement oui. Puis ensuite, il y a une donnée qui est le temps. Les propriétaires de chalets, généralement, c'est un sideline, donc c'est quelque chose qu'ils vont faire parallèlement à leur emploi. Dans l'industrie hôtelière ou de location court terme, comme on opère, c'est de soir, de fin de semaine que les gens vont généralement réserver ou essayer de communiquer avec vous. Donc, c'est toujours de se poser la question, est-ce qu'en plus de ma charge de travail régulière, j'ai envie d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux clients? Puis il y a aussi un concept de rapidité. Si par exemple, tu as un emploi de jour, quelqu'un t'envoie une demande vers 2 ou 3 heures l'après-midi et que tu vas la traiter uniquement à 5 heures le soir, il y a de fortes chances qu'il y ait des agences ou des gens comme Monsieur Chalet qui vont avoir répondu de façon instantanée aux clients, donc ils vont closer le lead avant que tu aies l'opportunité de le faire. Donc, c'est peut-être plus stratégique là, de donner le produit en gestion à des spécialistes. Tu as mentionné qu'une plateforme transactionnelle était plus sécuritaire. Comment qu'un locataire peut faire pour savoir que, exemple, sur une plateforme sans frais comme Kijiji, c'est moins sécuritaire pour lui ou ça peut être une fraude? En fait, c'est que la plateforme qui affiche un produit, dans le fond, doit faire un due diligence pour s'assurer que le produit est conforme, légal, puis qu'il a le droit de louer, mais surtout que le produit est existant, tu sais, que c'est un véritable chalet dans l'industrie. Fait que ce qu'on va faire, c'est demander à des propriétaires de chalets, par exemple, soit les actes notariés ou une preuve, dans le fond, que la résidence leur appartient. Fait comme ça, nous, sur Monsieur Chalet, on est capable de valider que 100% des produits sont des produits conformes. Là où on va retrouver de la fraude dans notre industrie, généralement, c'est sur des plateformes où le propriétaire de chalet fictif va afficher un produit, va prendre des photos, va prendre le détail d'un chalet existant ou un produit qu'il va lui-même créer. Puis l'individu qui va être prêt à louer le chalet va lui envoyer de l'argent directement par virement Interact. Donc, il va passer en dehors des plateformes sécurisées ou des plateformes transactionnelles. On envoie de l'argent par virement Interact, qui est une façon dans laquelle Visa ou Mastercard ne pourra pas protéger votre achat. Puis c'est surtout une donnée temporelle parce que vous louez un chalet pour dans peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Fait qu'au moment où vous envoyez l'argent, vous ne savez pas encore que vous êtes fait frauder. Vous allez vous en rendre compte dans 3, 6 mois, 12 mois, peu importe, quand vous allez arriver à un endroit où soit le chalet n'existe pas, ou même le chalet est déjà loué par un groupe qui est un groupe qui a loué directement avec le propriétaire, pas avec un individu qui fait de la fraude. Mais c'est quelque chose qui est très
surveillés puis monitorés dans notre industrie parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui se sont prêtés à cet exercice-là, surtout durant la période de la pandémie, là, le COVID. Les gens affichaient des faux chalets, collectaient de l'argent, puis les gens s'en rendaient compte 6 mois plus tard et c'était trop tard là, pour retrouver l'individu en question. Il disparaissait complètement de tous les types de plateformes là, qu'ils utilisaient. On entend souvent parler de la taxe d'hébergement. Est-ce que cette taxe-là, c'est pour le propriétaire ou c'est pour les personnes qui louent le chalet? La taxe d'hébergement, dans le fond, elle va s'appliquer sur le taux des nuitées. C'est la personne qui effectue la location qui va la payer. Cette taxe-là de 3,5 %, c'est une taxe qui est taxable. C'est quelque chose qu'on retrouve au Québec, donc 15 % de TPS, TVQ. On ajoute à ça le 3,5 % de taxe d'hébergement, plus la taxe sur ce montant-là, ce qui fait une taxe totale approximativement 20 % là, pour le client. Pour clore la capsule des dépenses, tu as mentionné tantôt la conciergerie. C'est quoi les dépenses qui sont reliées à ça? La conciergerie, ça va se ventiler, entre autres, avec l'entretien ménager, l'entretien des spas, le déneigement, la maintenance générale du bâtiment aussi, le garder en bonne santé. C'est tous ces individus-là qui vont graviter, qu'on appelle, nous, des collaborateurs. Donc, ces collaborateurs-là, c'est eux qui s'assurent que le produit soit adéquat au moment de l'arrivée du client. C'est la plus grosse dépense généralement du produit, mais c'est également eux qui contribuent au succès du chalet parce que si vous avez des collaborateurs qui tournent les coins ronds, on va dire, bien, naturellement, le produit va être un petit peu moins attractif ou va être moins intéressant pour les locataires au moment de leur arrivée dans le chalet.